Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, nous sommes lundi, c'est la rentrée pour moi et plein de trucs, il y a plein de trucs sur ma table là, donc il faut que je vous parle. Je commence par le début, à savoir j'ai fini Billy Summers de Stephen King. Quand cette vidéo sortira, le livre sera déjà sorti, donc vous aurez eu mon avis, donc je peux donner mon avis ici. C'est un King un peu comme ça, voilà. Tranquille, pépère, il y a zéro fantastique, zéro gore, zéro rien du tout. Enfin, zéro. Il n'y a rien de. Voilà. Donc, vous pouvez y aller si vous avez peur d'avoir peur. Vous n'aurez pas peur du tout avec Billy Summers. C'est donc l'histoire d'un tueur à gages qui a une mission. Sauf que c'est une mission un peu piège parce que il doit toucher des sous, mais en fait, il va pas les toucher parce que même en abattant la personne, il ne va pas être payé parce que clairement, on voulait l'abattre aussi lui. Donc, il a anticipé en fait un peu trop ce que c'est, j'ai arrivé. Il a anticipé les actions des gens qui l'ont payé pour tuer le mec. Voilà. Donc, les gens qui l'ont payé avaient comme objectif de le tuer lui aussi, sauf qu'il s'est dit on va faire autrement. Et ça, il a bien caché son jeu, et ça m'a beaucoup plu. Différentes identités, Millie Summers, tout ça. À peu près au milieu du bouquin, il y a un événement qui se passe. Il y a un personnage qui arrive dans la vie de Billy Summers qui va un peu compromettre les plans de Billy. Ce duo fonctionne. Mais je m'attendais pas à ça. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, et ce livre est un gros pourquoi pas. Après tout, oui, c'est un bon livre. C'est un bon King, même si c'est pas ma came de King préférée. C'est bien, mais je suis quand même un petit peu mitigée parce que j'attendais un twist, un truc. Alors qu'en fait, ça se déroule comme ça tranquillement jusqu'à la fin. La fin est bien, la boucle est bouclée, voilà, c'est bien. Mais ça t'a pas fait ta, tu vois. Bon, alors j'ai pas besoin de ça systématiquement dans King, mais c'est vrai que sortant de La Tempête du siècle il y a 3 semaines, ça n'avait rien, mais rien à voir avec celui-là en fait. Et là on sent que c'est un King qui a 75 ans, qui prend du recul sur la vie, qui raconte des histoires. Il a un talent d'écrivain, ça c'est sûr, de conteur. Il raconte des faits réels, des petites Madeleines de Proust, des choses vraiment ancrées dans le quotidien, dans le réel. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais c'est pas dingue pour moi. Je vous le recommande si vous voulez lire du King tranquille, allez-y, c'est un bon King. C'est bien écrit, l'histoire est bien, c'est bien ficelé. Vraiment, il n'y a pas vraiment de défaut en fait. Moi, c'est juste personnel par rapport à moi, à ce que j'attends d'un King. Mais bon, j'ai quand même mis 3 post-it et puis un passage avec l'Overlook. Le petit clin d'œil de King, donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour Billy Summers. J'ai attaqué donc hier La Bête humaine de Émile Zola, de ma vieille édition de 1963, qui était à, je sais pas qui, peut-être mes grands-parents, mes parents, j'en sais rien. Plus mes parents peut-être. Plus ma mère, je pense. Et avec le marque-page d'époque à 6000. Je suis page 113 et sur ma version écrite tout petit. Je sais pas si vous allez bien voir. Pas écrit très gros. Il en fait, alors il va jusqu'au bout des dernières pages, 435. En sachant que je l'ai aussi sur liseuse, parce que domaine public, tout ça. Donc voilà, mais j'aime bien cette vieille édition. J'aime bien. Ça fait vieux. Si tu lis un vieux bouquin dans une vieille édition, ambiance de train et tout. Donc j'aime bien. On est donc dans les trains avec plusieurs personnages. Le personnage principal, j'imagine, ça va être Jacques Lantier, qui est le fils de Gervaise et Lantier, qui travaille dans les trains, qui est passionné par les trains, qui vit pour les trains. Et à côté de ça, on va voir Roubaud. Je crois que c'est Roubaud qui s'appelle. Mais je crois que c'est ça, Roubaud, voilà. Roubaud et sa femme, qui font preuve d'une extrême violence au premier chapitre. Trigger warning, grosse dispute, violence conjugale. Et en fait, Roubaud va accuser sa femme, qui a 15 ans de moins, d'avoir fricoté avec quelqu'un qui s'appelle Grand Morin, Monsieur Grand Morin, qui en fait l'avait prise sous son aile quand elle était jeune et qui en fait l'a violée. Donc elle est victime de lui, mais elle va se retrouver victime aussi de son mari parce que lui croit qu'elle l'a trompé avec lui. Bref, l'objectif de Roubaud, du coup, ça va être de tuer ce mec-là, Grand Morin. Et par le hasard, un train passe au Havre qui vient de Paris et Jacques Lantier voit ce train passer et il aperçoit à travers une fenêtre un homme en train d'égorger un autre homme. Et il s'avère que cet homme est jeté
par-dessus bord, par-dessus la fenêtre, et retrouvé un petit peu quelques mètres plus loin. Et cet homme-là, c'est Grand Morin. Donc en fait, on cherche le meurtrier de Grand Morin. Moi, j'ai envie de me dire, bah, c'est Roubaud en fait. Mais on sait pas. Donc en fait, Zola, il fait un espèce de thriller là. J'en reviens un peu pas. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu la suite. Je sais que ça se finit pas très bien. Et je suis très curieuse de voir le film avec Jean Gabin. Je ne sais pas si Jean Gabin fait l'entier ou Roubaud. Mais je sais que les Rougon-Macquart ont beaucoup été adaptés en film, notamment avec Jean Gabin, je crois. Et j'aimerais bien voir du coup le film, après avoir lu le livre, bien sûr. Donc voilà, page 113, je me le suis prévu jusqu'à, je sais plus quand, vendredi, je crois. Ça sera peut-être bien, comme ça je prends mon temps, j'y vais tranquille. Et puis voilà. Ensuite, je suis allée faire quelques petits emprunts médiathèque hier parce que j'avais réservé des livres, notamment une BD qui s'appelle RIP, dont L'œil de Luciole dans les polars m'avait beaucoup parlé. Elle adore, elle adore, elle adore. Il y a 5 tomes apparemment, il y a un 5e tome qui vient de sortir. Ça c'est le premier, ça s'appelle Derrick. Et en fait, alors je crois que c'est l'histoire d'hommes qui... Alors des personnes qui viennent de mourir, et il y a eux là, en combinaison, qui vont chez les personnes qui viennent de mourir et qui nettoient l'appartement avant que la famille n'arrive. De ce que j'ai compris. Je n'en sais pas plus. Et j'aime bien les dessins. J'aime bien les dessins. Donc voilà, après je ne veux pas trop vous en dévoiler, mais... les planches sont plutôt sympas. Quand c'est des BD comme ça qui me tentent, je les emprunte à la médiathèque, comme ça je me fais une idée. Et si ça me tente, bah, je lis tout et soit je l'achète après. Alors, j'avais fait ça pour Lock and Key, hein, de Joe Hill. De Joe Hill ? Oui, de Joe Hill. J'avais tout lu, j'avais tout adoré. Je me suis dit un jour je les achèterai. Ce jour n'est pas encore arrivé. Mais cher Père Noël, si tu es là, sache que voilà, Noël est une période sympathique pour offrir des BD. Voilà, donc je vais découvrir RIP, premier tome. Et j'ai vu Toinette et Lisette sur Instagram parler du dernier Alice Zéniter. Vous savez que j'ai commencé Je suis une fille sans histoire, que j'ai emprunté à la médiathèque, qui est très intéressant. Et elle parle de son dernier, Toute une moitié du monde. Et en fait, c'est un rapport aussi à l'écriture, au métier d'écrivain, à la littérature. Donc je me suis dit, bah, il me le faut en fait. Et il était empruntable à la médiathèque, donc je l'ai pris. Il est tout neuf, il est encore tout doux, tout soft. Il y a le truc là... pas plastifié, ça c'est plastifié, mais ça ne l'est pas, donc je pense que moi je vais en prendre soin, mais je ne sais pas combien de temps il restera là. Donc voilà, c'est la rentrée littéraire, hein, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Est-ce que je vous lis ça? Oui, peut-être. Avec toute une moitié du monde, Alice Zéniter écrit un livre hautement stimulant, fondé sur ses expériences personnelles de lectrice avant tout, mais d'écrivaine aussi. Un livre qui nous invite à repenser nos façons de lire les histoires qu'on nous raconte. C'est aux lecteurs que nous sommes qu'il s'adresse, c'est avec eux qu'il converse, avec autant de sérieux que d'allégresse, autant d'humour que d'érudition. Ce livre est tout simplement l'histoire d'une femme qui aimerait qu'on ouvre en grand les fenêtres de la fiction. Voilà. Donc je suis très curieuse. Voilà, vraiment très curieuse parce que je l'ai vu passer, j'avais vu ce nom, j'avais pas lu le résumé, et le fait qu'on m'en parle, enfin, que je lise un avis sur Instagram qui parlait, qui pointait vraiment ce qui m'intéressait, je me suis dit ok, c'est parti. C'est parti. Et puis, il y avait celui-là aussi. Voilà. Il y avait celui-là, il n'était pas prévu, donc je l'ai pris. Parce que c'est Eva, de Pose-toi et va lire, qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé. Enfin, elle l'a lu, et je crois que son fils l'a lu pour le concours des lycéens, parce qu'il est en lice, il me semble. Et du coup, bah... Voilà. C'est Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'œuvre de la grande Béatrice Blandy, disparue prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les livres incarnait la réussite, le prestige et l'aisance sociale qui lui font défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, une idylle se noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière fétiche et explorer son somptueux appartement parisien, à commencer par le bureau qui lui est interdit. Et c'est Caroline Valla aussi, hein, qui est libraire à Rony 2 à la FNAC, qu'il a adoré. Il est très court, il fait 170 pages, hein, même pas, 169. Donc il est très court. Le Alice Zéniter est un peu plus long, il fait 200 quelque chose, mais bon, c'est pas non plus... 230 pages, c'est pas dingue, donc voilà. J'en ai donc 2 de plus à lire, qui ne sont pas prévus du tout. Voilà, donc si par une nuit d'insomnie, je me réveille et que j'ai très envie de lire, je pourrais lire ça. J'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres avec un élastique retenant 3 colis
Le premier étant de chez Pocket, j'imagine que les deux autres sont aussi de chez Pocket. Et comme j'ai demandé des choses à Pocket, je pense que c'est Pocket. Ah non. Oh, d'accord. Donc j'ai un Pocket, un Cherche Midi et un je sais pas quoi. Oh, je sais qui c'est Héloïse. Oh, c'est gentil. Elle m'a dit qu'elle a un petit colis qui partait, c'est trop gentil. Alors Héloïse, c'est ma binôme pour le challenge Quintapal. J'ai déjà 3 cases de rempli. C'est Hello the Jungle sur Instagram. Elle adore les plantes et elle adore lire. Et elle est trop sympa. Alors, ou pas? Pas du tout. Ah, pourquoi pas? Très bien, ok, d'accord. Alors, c'est du Pocket. C'est pas du Pocket que j'avais demandé, mais c'est intéressant. C'est 2 livres qui sortent le 15 septembre. Ah si, j'en ai vu un. Le premier s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents de Michaeline Doucleff. Alors, les cultures ancestrales excellent dans l'art d'élever des êtres humains heureux. Qu'ont-elles à nous apprendre? Oui, oui, oui. Donc c'est la sélection Vivez mieux, Pocket et Émotion, le podcast. Ah, Émotion, ça me dit quelque chose, Émotion, le podcast. Chasseurs-cueilleurs parents nous invite à repenser radicalement notre relation avec nos enfants. Ça m'intéresse. L'auteur, alors dépassé par les colères de sa fille de 3 ans, est parti chez les Mayas, les Inuits et les Hadza et a découvert une autre façon de penser la parentalité. Elle nous livre ici tous les secrets des cultures ancestrales pour élever des humains heureux. Trop bien. Apprenez à vos enfants à être responsables, adaptables et coopératifs comme les Mayas, à maîtriser leur colère comme les Inuits, à être autonomes et sûrs d'eux comme les Hadza. Mais trop bien. Merci beaucoup. Wow, c'est dense. C'est hyper dense, il fait 500 pages. Mais ça doit pouvoir se lire tranquillement. Je regarde s'il y a un sommaire. Pas du tout. Une préface, peut-être à la fin. Il y a tout un lexique. Voilà. L'Occident, ce monde dingue et bizarre. Ouais. La méthode Maya. L'intelligence émotionnelle des Inuits. La santé chez les Hadza. Ouais, donc on peut en fait... tiens, j'ai envie de lire un peu d'Inuit. Voilà, jamais en colère. Comment apprendre à un enfant à maîtriser sa colère. Comment cesser d'être en colère contre son enfant. Encourager, ne jamais forcer. Ça peut être vraiment super intéressant. Je suis un peu en plein dedans, mon fils a 3 ans. Bon, là, il va à l'école. On a vécu un Terrible 2, gros Terrible 2. Il est encore un peu dedans, mais avec l'école, il rentre... Enfin, je vais pas dire il rentre dans les cases, c'est horrible, mais il apprend à obéir aussi, patiemment. Tu ranges ça? Oui, je range ça. Ok, c'était pas là. Donc, petit à petit, je rentre aussi dans une forme de parentalité positive. Non, j'aime pas ça, mais du coup, je suis toujours curieuse pour élever au mieux mon enfant, voilà, consciente et tout, et je pense que ça pourrait vous intéresser, peut-être en intéresser certains. Voilà. Et le deuxième, c'est Pourquoi écrire va vous rendre heureux. La méthode culte aux 6 millions de lecteurs, c'est toujours chez Vivre Mieux, dans l'édition Vivre Mieux de Pocket, ça c'est beaucoup plus petit, c'est de Nathalie Goldberg, et ça fait 250 pages, 260 pages. Donc, nous avons des esprits de débutants passionnés, les premières pensées, la pratique de l'écriture, faire du compost, la stabilité artistique, une liste de sujets pour une pratique de l'écriture, se battre avec le tofu. What? Bref, il y a pas mal de trucs. L'écriture n'est pas un Big Mac, non, c'est clair. Il y a beaucoup de chapitres. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est des chapitres de 1 ou 2 pages, en fait. D'accord. Ça doit être pas mal de conseils d'écriture. Alors, moi, j'écrivais beaucoup quand j'étais au lycée. Et j'ai commencé un bouquin, genre, quand j'ai eu mon bac. Quand j'ai loupé mon bac. Et puis, j'en ai commencé un autre. Et puis, bon, ça traîne, voilà, on sait jamais. Donc, ma foi, pourquoi pas. Donc, merci beaucoup, Pocket, pour ces 2 livres qui n'étaient pas du tout prévus. Chasseurs-cueilleurs parents et Pourquoi écrire va vous rendre heureux. Voilà, ils sortent tous les 2 le 15. Merci beaucoup, Emmanuel de Pocket. Le Cherche Midi m'envoie quelque chose. Le Cherche Midi m'a envoyé quelque chose déjà. Et je ne suis pas au courant du... Ah si! Ah non. J'ai cru que c'était autre chose. Oh la vache! Ah! C'est Jules Verne! Jules Verne, illustré par Tardy, récit retrouvé. Mais c'est génial! C'est des nouvelles, potentiellement? Petite surprise en tant que fan de Jules Verne. Réédition de ses récits retrouvés avec des dessins de Tardy dans un bel écrin. À lire pour un moment de lecture confort. Apparaître le 6 octobre au Cherche Midi. Il est magnifique. Il est tout en surbrillance. Il est superbe. Magnifique, regardez ça. Oh là là, my God. Oh my God.
Alors, donc, Un prêtre en 1839 est le premier roman inachevé de Jules Verne. Ok. Foisonnant de péripéties, on y retrouve déjà le goût de l'auteur pour le mystère et l'aventure, goût qui s'affirmera avec 20 milieux sous les mers ou Voyage au centre de la Terre. Les deux qu'il faut absolument, absolument que je lise. Mais c'est un truc de dingue! Alors, il y a quoi? Vite un sommaire. Il y a un sommaire? Non. Oui. Donc, il y a... Je vais y arriver. Plusieurs histoires. Mais oh! Voilà. Donc, il y a Pierre-Jean, en 5 chapitres, assez court, 40 pages. Le mariage de Monsieur Anselme des Tilleuls, souvenir d'un élève de 8e, d'accord. Le siège de Rome. San Carlos, G. des Dias, jamais. Un prêtre en 1889 et Voyage d'études. Oh, mais c'est un truc de dingue et je crois que je vais commencer par Voyage d'études. Ouais, donc ils sont illustrés. Il y a pas mal d'illustrations, pas à chaque page, hein, mais là, il y en a 2 par exemple. Puis un petit peu plus loin, hop, et là on va voir G. des Dias, voilà, jamais. Franchement, mais magnifique. Trop bien, un prêtre en 1839. Je suis trop curieuse de ça. Magnifique. Oh là là, j'aime bien. Oh, trop contente. Oh, merci Benoît. C'est trop bien, c'est trop gentil, trop gentil. Et ça, c'est ma petite Héloïse. Qui m'envoie quoi? Elle m'envoie plein de trucs. Oh, mais elle est folle. Oh, mais elle est folle. Non, mais ça va pas bien. Oh, c'est trop gentil. Oh, Héloïse. Oh là là, elle m'a écrit un roman. Parce que je lui ai envoyé un bouquin. De quoi faire bondir ma palle. Oh, mon Dieu. Tout petit. Bah oui, oui, oui. Oh, c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. C'est trop adorable. C'est trop adorable. J'ai un monsieur à madame. Oh, ça, c'est pour mon fils. Il va être fou à la caserne des pompiers. Oh, il va être comme un fou. Oh là là, c'est trop bien. Les histoires du soir de Mickey, mais c'est trop bien. Oh là là, c'est trop gentil. Un petit marque-page de vacances. Oh. Mission Houga. Je voulais le lire, rappelez-vous, l'hiver dernier, je l'avais cherché partout. Et ça, je suis trop contente. Que sur toi se lamente le tigre. J'en ai tellement entendu parler. C'est un tout petit récit. Il fait 70 pages et apparemment, c'est une bombe. Une bombe. Que sur toi se lamente le tigre. Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu, hors mariage, une relation amoureuse comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte, son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des hommes. Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne Malfato nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un premier roman fulgurant à l'intensité d'une tragique antique. Je suis trop contente. Héloïse, merci 1000 fois. C'est tellement adorable. Je suis trop contente. C'est aux éditions Elisade. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais je connais beaucoup ce récit. Et puis Mission Hougar, mais ça, je me le garde pour l'hiver. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Oh, c'est trop bien, c'est des petits bouquins, c'est génial. 150, 170 pages, c'est génial. Trop bien, je suis trop contente. Merci beaucoup. Mais je suis beaucoup trop gâtée, c'est Noël avant l'heure, c'est trop bien. Un dernier truc dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que ce matin, j'étais à la présentation du mois de l'imaginaire, grâce à Robert Laffont, entre autres, par lequel j'ai été invitée. Pas Robert Laffont lui-même, hein, mais Camille de chez Robert Laffont. Je repris dans l'autre sens le catalogue, parce que depuis 2 ans, non 6 ans, mais c'est la 2e année que ça résonne un peu plus fort, les maisons d'édition s'associent pour le mois de l'imaginaire, c'est en octobre, et du coup mettent en avant des titres de leur collection imaginaire. Donc il y a plein de maisons d'édition, il y a ActuSF, il y a La Talente, il y a Pocket, il y a Robert Laffont. Et cette année, ils ouvrent aussi à la jeunesse. Donc il y a Scrinéo, il y a De Saxus, je crois. Voilà. Là, il y a Livre de poche, Critique, Folio SF, Bragelonne, L'Alchimiste, Plume Blanche, Pygmalion, j'ai lu Le Bélial. J'ai vu aussi Aux Forges du Vulcain, il me semble. Voilà, Pocket, La Volte. Bref, il y a beaucoup de titres. Je vais vous faire un visuel.
Voilà, du coup, les titres que vous pourrez trouver un peu plus en avant dans vos librairies. Je vous mets pas les résumés, je vous laisse vraiment soit faire pause là vite fait, soit aller chercher les titres. Celui-là, il me tente grave. Mais Apicratie, c'est un bouquin que dont Lemon June avait parlé. Et du coup, ce bouquin-là me tente vachement. Je pense que c'est plus de la fiction, hein. Mais à quel point la fiction rejoint la réalité. Voilà, il y a du Dan Simon. Hyperion, c'est une collection, ils font un bouquin collector avec un hardback magnifique. Donc voilà, là celui-là j'ai demandé, Les Somnambules, il était sorti chez Sonatine et il me tentait beaucoup très très fort. Bref, il y en a plein et c'est trop bien. Donc voilà, trop contente de cette matinée. Là je vais aller prendre un cours de yoga en ligne et après je vais manger et après j'irai bosser ce soir. Je vais peut-être pas avancer la bête humaine aujourd'hui encore. Là du coup j'ai lu une 60aine de pages mais sur mon édition toute petite. Ça fait à peu près 20% que j'ai lu environ. Donc c'est cool, je vais mettre ça pour mon fils, il va être trop content. J'ai envoyé un petit message à Héloïse. Et puis je vais présenter aussi tout ça sur Instagram. Comme ça après, je peux aller prendre mon cours de yoga. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous faites de bonnes lectures. Nous sommes mercredi après-midi, je suis rentrée du boulot, je suis un petit peu claquée, mais bon, j'ai pas pu vlogger hier après l'exposition à Pompidou, parce que je n'ai pas eu le temps, donc je viens vous reparler un petit peu de Gérard Garouste, qui publie en poche son roman avec Judith Pérignon qui s'appelle L'Intranquille. C'est dans la collection Proche, qui est donc le regroupement de la collection Les Arènes et l'Iconoclaste, et là c'est donc un format poche, c'est Proche. Et ça parle donc de Gérard Garouste, qui est peintre, qui est né en 1946, qui est toujours vivant, comme vous avez vu dans les images précédentes, qui est une exposition depuis le 7 septembre, je crois, il me semble jusqu'au mois de janvier à Pompidou. C'est une très belle exposition et c'était assez dingue de la visiter vide, en fait. Je suis pas méga fan de musée, je suis pas méga fan de peinture, mais là c'était quand même hyper privilégié. C'était très très intéressant. Il y a vraiment des périodes de peinture de Gérard Garouste qu'il a eu dans sa vie, qu'il continue d'avoir. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir quand même le peintre en présence qui te raconte l'histoire de ses tableaux, de sa vie, de comment il a appris l'hébreu, de son rapport avec la Bible. Enfin, c'est passionnant, on sent qu'il a vraiment énormément de choses à raconter. Je suis très curieuse du coup de lire ce roman. Je voulais essayer de le lire avant
d'aller à l'expo, c'était pas possible. Il est pas très gros, hein, il fait 200 pages, même pas. Et je vais essayer de me le programmer rapidos parce que vraiment, il a l'air hyper intéressant. Je vous lis le résumé. Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens des juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démontrer cette duperie que fut mon éducation. À 28 ans, j'ai connu une première crise de délire, puis d'autres. L'enfance et la folie sont à mes trousses. Longtemps, je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Alors, il a plus, hein, parce qu'il est de 46, donc il a 70 passés. Je ne suis pas un sage, je ne suis pas guéri, je suis peintre, et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. Un autoportrait bouleversant, traversé par l'antisémitisme, les secrets de famille, l'art, la folie et l'amour. Voilà, donc trop bien. Merci encore l'Iconoclaste et Proche pour cette invitation hyper privilégiée. En ce qui concerne les lectures, j'ai bien avancé la bête humaine, puisque je suis là. Voilà, il me reste juste ça. Et alors, mon bouquin est cassé exactement à la page où j'en suis. Ça m'a fait rire, parce que du coup, mon marque-page ne sert à rien, parce que je sais exactement où j'en suis. Mais voilà, je suis vraiment à la toute fin. Et ce bouquin est un thriller. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça là-dedans. Pour moi, c'était l'histoire d'une locomotive et de Jacques Lantier. Voilà. Jacques Lantier qui est le fils de Gervaise. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire de Jacques Lantier et de sa Lison. Lison, c'est sa locomotive qu'il aime d'amour et qui pouponne et qui chouchoute et tout. Et à côté de ça, on a une autre histoire avec le couple Roubaud. Roubaud, dont on ne connaît pas le prénom, Monsieur Roubaud, et Séverine, sa femme, qui ne s'entendent plus vraiment parce qu'il y a trigger warning, je crois que je vous l'ai dit en première scène d'ouverture, une violence assez trash, violence conjugale, voilà, mais bon. C'est comme ça, à l'époque, voilà, on va pas revenir dessus, mais ça me choque moins de voir ça dans les bouquins de cette époque-là que de voir ça dans les bouquins de maintenant, sauf si c'est dénoncé, sauf s'il y a une morale ou quelque chose. Donc voilà, et puis on comprend vite que tous les deux, entre eux, ça va plus. Et en fait, Séverine va s'éprendre de Jacques, mais caché de son mari. Donc il va y avoir une espèce de trio amoureux comme ça, qui me fait un tout petit peu penser, sans l'avoir lu, à Thérèse Raquin. Peut-être que je me trompe, mais ça me fait penser à ça. Et ça me fait même bien penser à ça parce que je crois que le sujet est un peu le même. Là-dedans, on a du meurtre. On a du sang violent. Enfin, je sais pas comment expliquer de l'amour du meurtre, quoi. C'est horrible, absolument horrible. Je veux pas vous en dire plus, mais on a cette envie de tuer les gens. C'est horrible. Et du coup, il y a un rapport très malsain au meurtre et à la mort. Et du coup, ça prend vraiment une tournure à laquelle je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas. J'aime beaucoup, et en même temps, quand je lis ce bouquin, je suis très mal à l'aise, parce que les descriptions sont terribles, mais terribles. Les ressentis, les pensées des personnages sont sombres et noires et glaçantes. C'est vraiment toute l'horreur de la nature humaine. Waouh! Chapeau, parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, je suis à la fin. Je ne connais pas la fin. Par contre, je l'ai pas pris. Je me suis acheté le hors-série de Lire, les grands écrivains, je crois, comme ça, sur Zola. Et il y a un petit quiz à la fin. Je fais cool. Je commence à le faire et je vois une question. À la fin de La Bête humaine, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je n'ai pas lu les réponses, du coup je voulais pas savoir. Je trouve ça gonflé de spoiler la fin d'un roman dans un quiz. Voilà, j'ai pas aimé. Donc si vous achetez ce livre, enfin ce magazine, sachez qu'il y a un quiz avec un spoil de La Bête humaine, donc ne lisez pas, je crois que c'est la question 11, un truc comme ça. Voilà, moi je voulais pas savoir. Mais apparemment la fin est très connue. Pour moi, il y a une histoire avec la locomotive. Mais en fait, c'est peut-être pas ça, parce que là où j'en suis, il s'est passé un truc avec la locomotive. Je peux pas en dire plus, mais vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Toujours bien écrit, toujours tout ça, voilà. Mais waouh, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. Je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais c'est trash dans le psycho. Hein. Oh, puis un petit peu en physique aussi, il y a du sang quand même. Donc, voilà, c'est très chouette. Et après, je vais vous le chercher. J'attaque le magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos, qui est assez connu, que je lis en lecture commune avec 2 autres personnes sur Insta, qui fait 460 pages, et que je commence normalement demain. Ah, il a sorti un nouveau bouquin, Âme animale, vous saviez? Ceux qui aiment J.R. Dos Santos. Voilà, et du coup celui-ci c'est chez Pocket.
Donc on parle d'Auschwitz, hein, bien sûr. À Prague, pardon, 1939, les troupes du Reich entrent dans la ville. De sa fenêtre, Herbert Levin aimerait les faire disparaître, comme sur scène un illusionniste escamote ses colombes. Lui-même magicien sous le nom de Grand Nivelli, l'homme espère trouver chez les SS ces grands mystiques amateurs d'occulte, un public trop naïf pour percer son secret. Car Levin est juif, comme toute sa famille. Croire ou ne pas croire, c'est toute la tragédie de ces années barbares où nul ne veut croire au mal absolu. Lévin, il sera bientôt confronté là-bas dans la boue de la Pologne, au cœur gris de l'enfer. Toujours très curieuse de lire des récits sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense que J.R. Dos Santos le fait très bien. J'ai vu des très 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 bons retours de ce livre, donc j'ai hâte de m'y plonger quand j'aurai fini La Bête Humaine, qui sera, je pense, fini demain. Là, il me reste quoi 385. Ah ouais, il me reste 50 pages. Je sors ce soir, je vais voir un spectacle de danse. Et peut-être... Non, je l'aurais pas fini ce soir. Parce que en fait, c'est quand même écrit petit. Hein. Et non, je l'aurais pas fini ce soir, à mon avis. Mais bon, je pense que demain matin, je finirai, parce que je vais sur Paris demain aussi. Et ça va être cool. Donc j'aurai peut-être même un jour d'avance. Faut que je le dise sur Insta, en groupe. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures. Et puis je vous retrouve demain, a priori. Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin et je voulais quand même vous parler de 2 petites minutes parce que j'ai terminé hier soir La Bête Humaine et que c'est un gros coup de cœur. Ce roman est complètement dingue. Je vous en ai déjà parlé hier, je vais pas vous... Enfin, hier, tout à l'heure, là, il y a 3 secondes. Je vais pas revenir dessus, mais Zola a quand même le chic pour t'emmener dans une histoire et te balancer des infos et des descriptions d'une violence et d'une cruauté incroyable et d'une réalité folle et de te dire voilà, tiens, voilà ce que je te donne à lire. Et ça m'a fait boum, comme ça là, ouais, ok, ok. La fin est juste folle, elle est folle, c'est le bon mot, la fin est folle. Si vous lisez ce bouquin, vous verrez que la fin est folle. Dans le sens premier en fait, elle est hors champ quoi, complètement hors case, hors tout, ça part, mais ça me fait penser à plusieurs fins des Rougon-Macquart, ça me fait penser à la fin de La faute de l'abbé Mouret un petit peu, un petit peu la fin du rêve, même si c'est moins fou que ça, la fin de... Oh, c'est lequel encore, mince. Ah, je sais plus. Non, bref, bon, il y a plusieurs comme ça à fin où ça part, je vais pas dire en fumée, parce que ça ne brûle pas, mais ça, quoique, c'est fulgurant, cette fin, elle est waouh, elle est dingue, quoi, voilà. Donc, gros coup de cœur, je lui ai mis 19 sur 20, et il fait partie de mon top 5 des Rougon-Macquart. J'en ai plus beaucoup à lire, hein. Il me reste, alors, je sais pas s'ils sont dans l'ordre, là. Oui, ils sont dans l'ordre. Il me reste l'argent. Oh, il m'en reste 3. L'argent, la débâcle et le docteur Pascal. Waouh. Ça fait bizarre, hein, parce que quand je vais être arrivée à la fin des Rougon-Macquart, je vais dire, j'ai lu les 20 tomes des Rougon-Macquart. Tout le monde ne peut pas lire ça. Et je suis bien contente de pouvoir le dire bientôt. Je ne sais pas quand j'irai l'argent. Je pense que l'argent, je crois que ça se passe à la Bourse de Paris. Ça doit être hyper spéculateur. La débâcle, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et le docteur Pascal, je sais que ça conclut la saga. Et je spoil, mais bon, je pense que c'est pas le plus important, parce que moi, ça m'a pas dérangé de le savoir. Adélaïde Fouque, que l'on découvre dans le premier tome des Rougon-Macquart, meurt dans le docteur Pascal. Donc vraiment, la boucle est bouclée, en fait. Voilà. Le personnage principal de cette chaîne généalogique meurt à la fin des 20 tomes. Je trouve ça formidable. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, le docteur Pascal. Je n'en ai aucune idée. Et j'ai pas trop hâte pour l'argent. La débâcle, je suis curieuse parce que je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler. Et le docteur Pascal, je suis curieuse aussi. Je ne sais pas quand je lirai l'argent. Je pense pas me programmer tout de suite un autre Rougon-Macquart. Donc peut-être janvier, tranquillement. Enfin voilà, je pense qu'il est possible que 2023 soit l'année où je finisse les Rougon-Macquart. Waouh, donc voilà. Je pense que
dans ce bouquin, il y a le crime parfait. Pour moi, c'est le crime parfait. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, il y a un crime. Mais pour moi, c'est brillant, en fait. C'est vraiment brillant ce qu'il a fait. Et waouh, je voudrais voir le film. Vraiment. Hier soir, je suis allée voir un spectacle de danse. Vous avez vu très très vite fait. Hier soir, j'étais complètement retournée en fait par tout ce que j'ai vu et lu. Parce que j'ai vu Le Sacre du Printemps de Pina Bausch qui était transmis en fait à une compagnie africaine, je crois. C'était d'une puissance mais dingue. Et en plus, j'étais loin, j'étais au rang U, alors c'est très très haut, mais finalement assez près. Je l'avais vu à Garnier il y a plusieurs années avec l'opéra, les danseurs de l'opéra. C'était très très beau, c'était magnifique. J'étais debout en fait, j'étais dans la loge et j'avais fini debout parce qu'il y avait une personne devant moi qui me cachait un peu la vue, donc j'étais un peu comme ça et à la fin je voulais voir, donc j'ai fini debout dans la loge. Et là, j'étais finalement plus près et je m'en suis pris plein la tronche et j'ai pleuré 2 fois comme une merde parce que c'était comment dire, ça m'a voilà, ça m'a dépassé, complètement dépassé au niveau de l'émotion, déjà au niveau de la musique, parce que c'est Stravinsky, le sacre est hyper puissant, et au niveau de l'énergie des danseurs et de l'impact de la danse sur la musique, c'est pour moi le reflet parfait de ce qu'est la danse contemporaine. C'est l'énergie, c'est la prise de corps, la prise d'espace, l'émotion, le ressenti, la violence, l'impact des corps, l'énergie d'ensemble. L'ensemble est formidable, ils sont 33 danseurs, c'est très 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 nombreux sur scène et waouh. Voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder Le Sacre du Printemps de Pina, je ne sais pas si s'il y a je l'avais vu sur YouTube il y a un moment, peut-être qu'il y a encore avec un vieux message en haut moche, mais bon on s'en fiche. Mais peut-être qu'il est trouvable. Sinon, je pense que dans toutes les bonnes médiathèques, Pina Bausch, dans toutes les bonnes médiathèques, vous devriez pouvoir trouver Le Sacre du Printemps. Oui, Pina Bausch, Le Sacre. C'est 36 minutes. C'est court, hein, c'est 36 minutes. Donc, je vous le mets là. Peut-être que je vous le mettrai en barre d'infos, si ça vous intéresse. Alors, attendez. Voilà. Pina Bausch, Le Sacre du Printemps, The Rite of Spring, 78. Bah, c'est Pina, ça, je crois, je pense. Voilà, donc je vous en montre pas beaucoup plus, mais si, je peux vous montrer quand même. Bref, regardez Le Sacre. C'est particulier parce que c'est Pina, mais... Oh là là. Bon, c'est pas du tout littéraire, hein, mais... mais voilà. Cherchez sur internet, soyez curieux, regardez un peu de danse aussi, ça fait du bien. Surtout sur du Stravinsky, c'est quand même vachement puissant, et à écouter, c'est encore mieux. Voilà, je vais commencer... Alors non, je m'étais dit, je vais commencer Le Magicien d'Auschwitz, sauf que j'ai une journée d'avance. Et comme dans mon planning, a priori, je peux réussir à caser ce qui était casable, on va dire, là. Donc Le Magicien d'Auschwitz, je l'ai prévu de demain jusqu'à mercredi. Donc ça fait 6 jours pour lire 470 pages. Hein. Donc 470 pages, normalement, en 5 jours, je peux le faire. En sachant que là, je vais prendre les transports. Donc aujourd'hui, je ne le commence pas. Mais demain, je prends les transports un petit peu. Samedi, je vais au Festival America, donc je prends les transports. Dimanche, rien. Lundi, je vais pouvoir lire un petit peu. Mardi, je prends les transports. Mercredi aussi. Mais je l'aurai fini, je pense, avant mercredi. Et après, je lis Du côté du bonheur de Anna McPartlin, que je lis du 29 au 1er octobre, avant d'entamer le mois d'octobre. Donc, je me suis dit, tiens, et si tu lisais les trucs que tu as empruntés à la médiathèque, parce qu'il faut les lire quand même. Donc j'ai le tome, je crois, 5 et 6 de L'Enfant et le Maudit, et le tome 2 de La Fête des Ombres. Donc je vais lire ça aujourd'hui. Je vais prendre le manga dans le métro, je pense, ou alors je vais essayer de lire la BD là ce matin, et peut-être les mangas aussi dans la foulée avant de partir. Et comme ça, éventuellement, je continue le Alice Zénithère que j'avais pris, et si je lis même 30 pages aujourd'hui, c'est pas grave. Le reste, ça sera sur la table de chevet pour le soir. Je ne suis pas pressée de lire ce livre. Il n'était pas du tout dans ma palle ni dans ma wishlist, mais voilà, j'avais emprunté. Donc je me dis c'est l'occasion de le démarouiller un petit peu. Voilà, donc je vais mettre le Magicien d'Auschwitz seulement pour demain.
et respecter mon planning de lecture. Voilà, j'espère que vous ça va et puis je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant comme d'hab en fait. Nous sommes vendredi après-midi et je vous ai parlé de la bête humaine. J'ai dit que je vous avais fini la bête humaine et que j'attendais aujourd'hui pour commencer le magicien d'Auschwitz. J'ai attendu aujourd'hui pour commencer le magicien d'Auschwitz et donc j'ai commencé aussi toute une moitié du monde de Alice Zeniter. C'est chez Flammarion, c'est pour la rentrée littéraire. Et hier j'ai lu 64 pages et ma foi, ça m'a tellement convaincue que je l'ai trouvé d'occasion sur internet pour me procurer. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir le rendre à la médiathèque et avoir mon exemplaire, mettre des post-it partout parce que c'est trop bien. Ça parle de son métier d'autrice, de son passé et présent de lectrice, de ses influences. Elle parle beaucoup de littérature et elle parle de la place de la femme dans la littérature aussi. C'est hyper intéressant, c'est très bien écrit, c'est très interrogatif et en même temps, on sent qu'elle s'interroge elle-même en posant la question en fait, parce qu'elle n'a pas forcément la réponse et elle interroge le lecteur, c'est super super intéressant. Elle parle de plein de trucs. Des erreurs qu'elle a pu faire, des livres qu'elle a lus, et si elle n'avait pas lu ces livres, quelles auraient été ses autres influences pour écrire. C'est vraiment super intéressant. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais il fait 230 pages, et je suis bien contente de l'avoir trouvé d'occasion. Donc il va rejoindre ma bibliothèque, ça fera pas plus simple, puisque je l'ai sorti de toute façon de ma pâle médiathèque. Donc voilà, ça fait +1, -1. Et je fais aussi +1, il est là-bas. Je me suis acheté tout à l'heure le Anne Granger, le tome 5, le témoignage du pendu. C'est les aventures de Lizzie Martin et Ben Ross, c'est le tome 5 donc. Et c'est pour le Victober. Donc j'ai +1 dans la palle, mais -1 parce que du coup j'ai sorti le magicien d'Auschwitz que j'ai commencé ce matin. J'ai lu 108 pages et j'ai pris mon petit marque-page Cozy de Léa, pardon, j'ai eu un bug, de Léa. Alors ça marche très très bien avec la couleur, mais pas du tout avec le thème, hein. Le magicien d'Auschwitz n'est pas du tout cosy, ça parle d'Auschwitz, ça parle de Herbert Levin, je crois que ça s'appelle Levin, du nom du grand Nivelli, c'est le magicien Nivelli, sauf que Levin est juif, et il y a les SS qui planent, on est en 39 à Prague, et ça pue un peu pour lui, voilà, donc j'en suis là. En parallèle de ça, on suit une autre histoire, avec des légionnaires espagnols qui vont envahir la Russie. Voilà. Pour l'instant, j'avoue que j'accroche pas trop à cette partie-là. J'accroche plus à Nivelli et je suis curieuse de savoir où est-ce qu'il va aller. Je crois savoir où il va aller, le titre. Mais je pense que cette partie-là peut être vraiment intéressante. L'autre partie m'intéresse moins, mais j'imagine que ça va se regrouper. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu bancale avec une partie que j'aime bien et une partie où je me dis, ouais, bon, d'accord, ok. Voilà, donc voilà, page 109. Ma foi, je le lirai demain aussi parce que je vais au Festival America, donc je vais pouvoir l'avancer. J'aimerais bien lire au moins 100 pages demain, parce que dimanche, j'aurai moyen de temps et que j'ai prévu de le finir mardi. Donc voilà, a priori, c'est bon. Voilà, j'ai pas mal de boulot, donc je peux pas vous parler plus longtemps, mais je reviens vite. Je reviens en fait juste après, dans le plan. Nous sommes samedi matin et j'ai complètement oublié de clore le vlog d'hier, donc de la semaine, hier, donc je le fais maintenant. Je pars au Festival America tout à l'heure à Vincennes, donc je vais avoir du temps pour lire et pour avancer le magicien d'Auschwitz. Je suis page 125 et je suis toujours mitigée sur les deux histoires, même si ça se passe à la même période. L'histoire avec la Légion, les légionnaires là, en Espagne qui envahissent la Russie. J'arrive pas à rentrer dedans en fait. Et l'autre partie avec le magicien qui m'intéresse un petit peu plus, donc je vais voir un petit peu où ça nous emmène. Je vais bien avancer aujourd'hui normalement, j'ai 1 heure aller, 1 heure retour de transport. Et sur place, j'ai quelques conférences et je pense que j'attendrai en fait entre les conférences. Donc je pourrais peut-être lire. J'y vais toute seule, mais je vais peut-être voir du monde, donc voilà, à voir. Et puis je vais faire la queue, surtout pour Aristide Maupin. Il est en dédicace à 13h jusqu'à 13h30. Donc s'il faut, je fais la queue à midi, je m'en fiche. Je veux vraiment essayer d'avoir une dédicace. Donc on va tenter le tout pour le tout. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez et que vous faites de bonnes lectures. Et puis je vous dis à bientôt.